Bonjour à tous. Bonjour. Et bienvenue pour cette conférence en ligne qui aujourd'hui va traiter de Toulouse-Lautrec. Oui, c'est un enfant du pays avec un thème que nous avons choisi et nous l'avons intitulé « Une vie de bohème ». Oui, vous allez bien comprendre pourquoi. Mais comme dit Isabelle, c'est un enfant du pays parce qu'il est né à Albi, donc c'est tout proche d'ici, de Toulouse. Et il vient d'une famille très noble, d'une famille aristocratique. En fait, il est le descendant de la grande lignée des célèbres comtes de Toulouse. Son père, Alphonse, était un comte, mais c'était un homme très excentrique. Il n'était pas très souvent avec son fils et il aura beaucoup de lubies dont Toulouse-Lautrec héritera. En revanche, sa mère, elle, va s'occuper donc seule de son fils, son seul fils vivant qui lui reste, donc elle sera un petit peu oppressante. Elle lui fournit une éducation très stricte qui va l'étouffer et on comprendra pourquoi par la suite il choisit de s'échapper un petit peu de cette ambiance. Oui, mais quand on parle de Toulouse-Lautrec, il est évident qu'on ne peut pas ne pas parler de cet épisode tout à fait tragique dans sa vie, qui est cette maladie qu'il a contractée très jeune. En fait, pour comprendre cela, il est important de dire que ses parents étaient cousins germains. Donc il y avait cette consanguinité qui, bien sûr, aura des conséquences biologiques désastreuses. Alors en fait, pour garder les biens, que ce soit des domaines, des châteaux, dans les familles nobles, on avait donc tendance à se marier entre soi. Et c'est vrai que Toulouse-Lautrec va avoir tôt l'envie de quitter Albi où ses parents ne s'étaient pas mariés par amour. Ce mariage était un mariage de convenance et il a vite rejoint la gaieté parisienne. Oui, tout à fait. Vous allez bien comprendre en fait que Toulouse-Lautrec, c'est le peintre de la modernité. Il touche à beaucoup de techniques et c'est ça vraiment qui fait sa singularité. Il ne hiérarchise pas les genres. Il fait aussi bien de la peinture que de l'estampe ou alors de la lithographie, du vitrail ou même de la photographie. On lui connaît par exemple 31 affiches publicitaires, c'est le précurseur de l'affiche publicitaire du XXe siècle, mais il va réaliser 361 estampes avec toujours un trait très élégant et expressif, donc ça aussi c'est assez fort, mais voilà, il va toucher à beaucoup de techniques différentes et c'est tout à fait intéressant de s'en rendre compte, même de la lithographie par exemple, on va beaucoup en parler. Mais sa vie à la fin est faite de plaisir et d'alcool et tout ça va altérer un petit peu sa santé, donc il a beaucoup de délires, des crises de paranoïa à la fin de sa vie et même parfois des crises de paralysie et il meurt très jeune, à l'âge de 37 ans. Voilà. Bon, on va commencer par le premier visuel. Le premier visuel qui n'est pas peint par Toulouse-Lautrec. Tout à fait. Donc voilà ici un tableau du peintre Henri Rachou qui a été réalisé en 1883. C'est le portrait qu'il fait d'Henri de Toulouse-Lautrec. Là, nous avons un joli jeune homme qui avait néanmoins très tôt la hantise de ressembler un jour à Cyrano de Bergerac. Par la suite, Henri de Toulouse-Lautrec dira que son visage enlaidissait de jour en jour. Mais il est important aussi de revenir sur ses difformités physiques et de dire que à l'âge de 13 puis de 14 ans, il tombe et ses jambes vont se briser, il ne grandira plus, il va mesurer 1,52 m et cette difformité physique, cette difficulté à vivre son corps va le pousser à se jeter dans le tourbillon des plaisirs de la Belle Époque pour oublier justement cette infirmité. Donc, indépendamment de sa maladie, il possède un talent évident pour le dessin dès son plus jeune âge et dans sa famille, son père, ses oncles, ses cousins, tout le monde dessinait. Sa santé fragile va l'obliger à rester très souvent allongé, alors il dessine tout ce qu'il peut, les chevaux, les chiens, les gens. Il est important de dire que Toulouse-Lautrec avait dès l'enfance rejoint un grand lycée parisien, c'est le fait d'être un enfant bien né. Et par la suite, il va entrer aux Beaux-Arts de Paris. Mais très vite, cet enseignement académique ne lui convient pas. Il dira « ma racine est dans la rue ». Alors maintenant, pour en revenir à notre tableau, Rachou, c'est important de dire de lui qu'il admirait beaucoup donc Toulouse-Lautrec. Il aimait l'homme et si il admirait l'artiste, il n'appréciait pas forcément donc les choix d'Henri de Toulouse-Lautrec. Et Rachou sera même jaloux de la gloire posthume de Lautrec. Rachou a donné 4 tableaux au musée des Augustins et ce sont les tableaux que nous possédons toujours aujourd'hui. Important de dire qu'il a été conservateur du musée des Augustins pendant
eh bien, la première moitié du XXe siècle. Ce qui n'est pas rien, hein, ça c'est intéressant. Tout à fait. Alors pour vraiment en revenir au tableau que vous avez sous les yeux, eh bien là il représente un Toulouse-Lautrec très jeune qui a à peine 18 ans. Regardez, on le voit bien avec ce visage lisse et plein, très poupin. Et il est soigneusement vêtu, on l'imagine tout à fait respectueux, avec encore tous ces codes de bonne conduite, ce qu'il a hérité de son éducation très stricte, hein, dont on vous a parlé au début avec sa mère. Et Henri Rachaud, qui est donc un peintre toulousain, était très proche donc de Toulouse-Lautrec. Ils avaient 13 ans de différence d'âge, mais malgré ça, ils nouaient une très belle amitié tous les deux. Et Toulouse-Lautrec va même habiter chez Rachaud pendant un moment. Donc ils étaient très proches. Et en fait, on le comprend bien quand on voit ce portrait, avec toute la tendresse qu'a eu Rachaud de représenter Toulouse-Lautrec assis, pour justement minimiser ses jambes trop courtes. Mais on est dans un portrait extrêmement traditionnel parce que Rachaud est un peintre conventionnel. On a tout dans la tradition du portrait de l'artiste, la palette à la main. Il pose gentiment dans l'atelier de Rachaud et malgré tout, même si c'est assez conventionnel, sachez qu'il y a un petit clin d'œil parce que Toulouse-Lautrec pose ou semble poser sa tête sur une sculpture, la sculpture d'une femme nue. Et ça, finalement, Rachaud s'est un petit peu amusé peut-être pour nous parler en fait de la vie de Toulouse-Lautrec qui, à cette époque déjà, aimait les cabarets et les maisons closes. Donc voilà, on a ce petit clin d'œil amusant malgré tout. Tout à fait. Voilà, alors à présent notre second visuel, et là nous avons une œuvre de Toulouse-Lautrec qui s'intitule Conquête de passage, réalisée en 1896. Il s'agit en fait d'une œuvre réalisée sur du papier lui-même collé sur la toile, et Lautrec utilise à la fois de l'huile et de la craie. Alors c'est une étude préparatoire qui va servir à la réalisation d'une série de lithographies. En fait, il y avait un album de 11 lithographies en couleur qui nous parlait de la vie intime des courtisanes. Et cette série s'appelait Elle au pluriel. Alors, concernant les femmes, eh bien, Henri de Toulouse-Lautrec est tout à fait fasciné par la vie nocturne où il les rencontre. On est à Montmartre. On est dans ce monde des plaisirs débridés de Paris, un univers aux antipodes, véritablement, de celui de son enfance pieuse. Alors, il est attiré par ces lieux où l'on danse, où l'on chante, par ces cabarets, et il a donc envie de nous parler de la réalité quotidienne des prostituées, qu'elles soient buveuses d'absinthe ou également de ces femmes qui sont de simples blanchisseuses. Il porte sur elles toujours un regard tendre, respectueux, sans jugement. Il les considère véritablement comme dignes d'être portraiturées. Alors, c'est vrai que c'est un sujet assez révolutionnaire, mais déjà d'autres artistes représentaient donc ces femmes. Je pense à Degas, à Baudelaire et à Zola aussi. Vrai. Donc, ce sont des thèmes qu'ils traitaient eux aussi déjà. Ici, vous avez cette femme qui est debout, de dos, face à son miroir, en train de lasser son corset, et elle occupe presque tout l'espace de sa silhouette massive. À droite, un jeune homme imberbe, assis. Donc il y a la beauté d'un 3/4 dos, la beauté donc d'une taille fine, d'un coude, d'un profil perdu. C'est en fait une femme dont les formes fascinent Toulouse-Lautrec, et il va avoir à cœur de fixer soigneusement un très court instant, un instant qui l'émeut. Et voyez celui où elle resserre les coudes pour ajuster son corset. Le reste de son corps est esquissé à grands coups de pinceau, parce que l'objet de la convoitise de Lautrec, c'est juste le milieu de son corps. Et ça, c'est traité avec beaucoup de précision. Par contre, le jupon est juste suggéré, à large coup de pinceau et de craie. Le reste du tableau est brossé vite. Alors justement, elle vous parlait de cet homme. Isabelle, eh bien regardez, cet homme, il est vraiment relégué au bord. Il sort presque de la composition. Mais c'est intéressant de voir à quel point il est imperturbable devant cette femme. Et son visage est véritablement abouti alors que le reste est esquissé. Mais comme il a voulu le faire avec le corset et le jupon de la femme, Toulouse-Lautrec fait pareil. Il détaille ce visage-là pour insister justement sur ce regard, sur ce qui est important. C'est le regard de cet homme qu'il porte sur cette femme. Il scrute ses moindres faits et gestes, il n'en perd pas une miette. Et c'est très particulier parce que dans toutes ces lithographies qu'il va représenter pour
Cet album dont vous a parlé Isabelle, hein, elle, eh bien c'est la seule où il y a un homme qui est présent ici. Après, il n'y aura vraiment pas d'homme. Mais finalement, Toulouse-Lautrec nous en parle parce qu'il a envie de souligner une opposition qui est importante. L'opposition de cet homme noble, très guindé. Regardez la manière dont il est habillé. Hein. Il vient d'une bonne famille, comme Toulouse-Lautrec finalement, et il le met en opposition avec cette femme qui est libre, qui est dévêtue et qui appartient à une toute autre classe sociale. Finalement, Toulouse-Lautrec ici, il a envie, en tant que rejeton d'une noble famille, lui aussi, il a envie de nous dire combien il sait, et il est bien placé pour le savoir, combien de sensualité ou de désir se cache sous la façade aristocratique de celui qu'on appelle l'homme du monde. C'est vrai. Pour en revenir à elle, on peut se dire que ses hanches, ses épaules, ses formes opulentes se logent avec un petit peu de difficulté dans son corset. On pense qu'elle a connu de jours meilleurs, des jours où elle était un peu plus svelte, hein, si on peut revenir à cela. Alors on voit que Toulouse-Lautrec cherche le geste le plus juste. Il a un point de vue qui est celui de l'exclu, celui qui observe le monde des êtres humains en bonne santé. Hein, ces gens qui consomment pour quelques sous le corps appétissant des femmes. Et c'est vrai que Toulouse-Lautrec va vouloir donc dépister et choisir des lieux, des situations qui n'étaient pas jusque-là apparues comme étant dignes de faire l'objet d'une œuvre d'art. Hein, on l'a un petit peu évoqué. Donc il veut le geste le plus sûr et l'intimité du geste. Il cherche en fait beaucoup plus la vérité du geste plutôt que la beauté. Alors, il est passionné par le mouvement et c'est intéressant de dire qu'il aime ce qui n'est pas fini, ce qu'on appelle le non finito, cet inachèvement qui pour lui recèle une force suggestive, beaucoup plus essentielle. Il sait qu'à l'époque où la photographie vient de naître, la tâche de la peinture n'est plus de donner une vision objective des choses ou des gens. La peinture, elle doit faire advenir un autre monde, celui des pensées, celui des sensations. C'est une chose tout à fait importante. Oui, et pour en revenir sur la technique et le tableau, en fait, ce qui est intéressant de se dire aussi, au-delà de ce geste très juste, c'est la manière dont il va traiter le trait, mais aussi les couleurs. Il y a des réaux de couleurs par endroits, parce que justement, c'est ça qui l'intéresse, et c'est sa manière à lui d'insister sur les détails les plus importants. Il y a très peu d'éléments de décor, comme l'a dit Isabelle, il ne va pas remplir le tableau, il ne va pas tout peindre, il va vraiment s'attarder à certains détails. Et les couleurs, en fait, suffisent à animer le jeu des surfaces et des contours, qu'il va combiner de manière très originale. Et il alterne des tons clairs et des tons foncés, des couleurs complémentaires avec ce vert émeraude qui ressort derrière, le noir, le blanc. Et on a vraiment la sensation qu'il jette des petites taches comme une pluie fine, des taches de couleurs. Et en fait, vous allez le voir, on est très loin des couleurs très violentes et contrastées qu'il utilise dans ses affiches. Là, il va choisir des teintes beaucoup plus délicates. Et il insiste vraiment sur ces couleurs jeté vraiment sur le papier, mais la spontanéité de cette étude, qui est une étude préparatoire, même si pour lui c'est terminé, on a un effet de style avec justement cette impression d'esquisse. Et bien à présent, regardez la lithographie. Donc finalement, l'œuvre finale pour cette série de lithographies, là vous l'avez ici, et on s'aperçoit que le décor cette fois-ci est beaucoup plus détaillé. Vous avez un miroir, vous avez des rideaux, vous avez un tableau sur le côté et un canapé. Et le canapé justement est important parce que là cette fois-ci on comprend mieux la position de la femme parce que regardez, elle a un genou plié et elle pose son pied sur le canapé. Donc on comprend un petit peu mieux, le décor est plus planté, mais pourtant le propos ne change pas, il était déjà très clair dans le dessin préparatoire. Le geste est toujours au centre, c'est ça qui compte, et le regard de l'homme est toujours bien marqué. Même si il y a un peu moins de force dans son regard, l'homme est toujours présent, il est même un peu plus habillé, on voit cette fois-ci des gants, on voit une canne avec un pommeau, vraiment il est très très bien habillé, il souligne vraiment la noblesse de cet homme-là, même parfois à le tourner en ridicule. Les couleurs ne sont pas tout à fait les mêmes d'ailleurs parce que le support cette fois-ci c'est du papier, il change et justement c'est une lithographie. La lithographie, pour vous expliquer, c'est vraiment une technique d'impression à plat à partir d'un dessin qui a été réalisé en amont sur une pierre. Donc c'est une technique qui permet la reproduction
de dessin à multiples reprises. Et c'est un procédé qui a été inventé un siècle plus tôt en Allemagne et qui fascinait Toulouse-Lautrec. Et donc il va prendre part à toutes les étapes de ce processus. Parfois des artistes ne s'engagent pas vraiment dans ce processus. Toulouse-Lautrec, lui, il réalise toutes les étapes de la lithographie. C'est véritablement un lithographe. Et ce qui est amusant, juste pour terminer, c'est ce petit clin d'œil que vous avez dans ce tableau. Vous avez un tableau dans un tableau, une petite mise en abîme avec ce cadre qui se trouve vraiment sur la gauche du tableau. Et en fait, on peut distinguer un satyre et une nymphe dessinés. En fait, c'est une représentation d'une gravure d'un grand graveur italien de la Renaissance. Et là, ici, en fait, le sujet est un petit peu le même. Il y a cet enjeu de séduction, même si c'est beaucoup moins retenu dans cette gravure que ça ne l'est finalement dans la lithographie de Toulouse-Lautrec. Là, on voit vraiment le satyre qui est vraiment pratiquement sur la nymphe. Tout à fait. Voilà. Mais juste pour vous dire, cette lithographie, on ne l'a pas au musée des Augustins. On voulait juste vous la montrer pour vous montrer un petit peu la destination du dessin que nous avons. Tout à fait. Alors en fait, maintenant, on va donc vous parler d'une affiche que nous n'avons pas non plus. Ouais. Mais comment parler de Toulouse-Lautrec sans évoquer le monde des affiches? Tout à fait. Il est évident que Toulouse et Albi sont très proches. Vous pouvez aller voir au musée d'Albi donc les 31 affiches qu'il a donc réalisées au total. Oui. Nous n'avons pas d'affiches au musée des Augustins de Toulouse, mais 9 sont conservées à Toulouse au musée Paul Dupuy. C'est important de préciser cela. Donc, Toulouse-Lautrec, quand il travaille l'affiche, véritablement, il tourne le dos au château des contes de son enfance et il va se consacrer au cabaret, aux maisons closes de Paris. C'est vrai qu'il va se noyer dans les couleurs, les lumières de ce monde artificiel et scandaleux, de ce monde tout à fait désinhibé qui le fascine. Alors, il va immortaliser des stars et il va vouloir effectivement donc en parler différemment avec un vocabulaire particulier. Cette affiche Moulin Rouge, elle vous propose juste 4 couleurs en très fort contraste les unes avec les autres. Tout au devant donc de l'affiche, vous avez le fameux Valentin le désossé, qui dansait de manière tellement souple. Il est coupé à mi-corps, il est en ombre grisée. C'est le personnage repoussoir qui va mettre en valeur le personnage du milieu. Parce qu'au milieu, le pivot de cette affiche, c'est une danseuse, d'accord? Et derrière elle, il y a des silhouettes noires qui permettent de faire ressortir justement cette danseuse. Cette danseuse, c'est la Goulue, qui est la seule à être représentée en couleur et qui est la seule à prendre la lumière. Tout à fait. C'est intéressant de décortiquer l'affiche de cette manière-là. Mais on va revenir à des œuvres que nous avons au musée des Augustins avec donc cet autre tableau, ce tableau qui est aussi un dessin préparatoire pour cette même série de lithographies qu'on appelait Elle. Donc là aussi, vous avez encore une fois une femme qui est donc saisie dans son intimité. C'est une femme qui se coiffe, en fait, elle tient un fer à friser dans la main et elle boucle ses cheveux. Mais encore une fois, on a un 3/4 dos. On ne la voit pas. On ne sait pas vraiment finalement comment est son visage. Et même si elle se tient devant un miroir, ça c'est très intéressant de voir comment Toulouse-Lautrec choisit son cadrage parce que finalement, il place une main, enfin sa main, devant son reflet, donc on ne peut pas voir son visage. Alors qu'on pourrait imaginer l'apercevoir à travers le miroir, eh bien non, il nous la montre sans la montrer, son visage est totalement invisible. Et puis regardez sa chemise, ce petit peut-être négligé ou ce peignoir blanc, très bien traité, ce beau blanc, avec ce col extravagant, ce col qui remonte jusqu'au visage aussi. Donc on ne peut même pas voir le bas de son visage. Vraiment tout est mystérieux, il joue avec ça. Pourtant, cette femme aux cheveux très rouges, on peut l'identifier justement avec cette couleur de cheveux. Il s'agit de Carmen Godin. C'est une femme qui a énormément inspiré Toulouse-Lautrec. Il réalise 15 toiles et dessins d'elle. C'était une ouvrière et une femme du peuple, un de ses modèles préférés. Mais ce qui est très beau ici, c'est de voir en plus de ce 3/4 dos, le mouvement qui encore une fois est toujours au centre. Ce mouvement, ce geste qu'elle réalise, ce geste un peu répétitif, ce geste finalement très ritualisé, le fait de se coiffer, il insiste vraiment sur ça parce que ça fait partie de ce rituel. Elle va s'habiller, se parfumer, se coiffer avant de rencontrer son client. Et c'est ça qui intéresse Toulouse-Lautrec.
Et on retrouve un peu comme on l'avait avec le tableau de la femme au corset, ces jeux de couleurs et de contraste de couleurs avec ce rouge intense des cheveux qui contraste très très bien avec ce vert émeraude. Et puis on retrouve encore le blanc. Voilà, donc on a cette confrontation de couleurs complémentaires et on a cette tonalité qui, Isabelle, hein, voilà, on a vraiment ce rappel avec cette femme qui nouait son corset. Tout à fait. Ce sont les mêmes gammes de couleurs. Exactement, et la même destination en fait pour cette lithographie, cette série de lithographies à la fin. Donc on peut retrouver des ressemblances. Et puis évidemment, il laisse apparaître aussi le support, ce carton orange, hein, qui lui permet donc de jouer avec une couleur en plus, d'absorber le pigment et d'avoir un effet très mat. C'est ça qui l'intéresse, hein, Toulouse-Lautrec, le jeu des couleurs et des matières. Et quand on regarde en bas à droite du tableau, on aperçoit un petit logo. On a l'impression d'avoir un logo, ce petit rond en bas à droite. C'est la signature de Toulouse-Lautrec. En fait, il avait une signature très particulière et très moderne. Il signait avec un T mélangé dans un H et un L, le tout encerclé, hein, de ce petit disque-là. Donc on a l'impression d'avoir un logo ou même d'avoir finalement un esprit un peu japonisant, comme un sceau japonais. Exactement. Et vous allez voir que le Japon a beaucoup inspiré aussi Toulouse-Lautrec. Donc on a cette image-là qui est intéressante. Quoi qu'il en soit, même si Toulouse-Lautrec en tout cas nous parle souvent de l'intimité de ces femmes, de ces gestes un peu répétitifs qui paraissent finalement la banalité ou le quotidien de ces femmes, il cherche toujours à renouveler notre regard en proposant un cadrage différent, en proposant une technique qu'il va innover. Il propose quelque chose de neuf dans une intimité qui pour lui paraît inépuisable. Il a toujours envie d'immortaliser ces moments-là, hein, et c'est ça qui est moderne. Tout à fait. Alors, on va continuer avec un autre visuel qui est en fait réalisé par Toulouse-Lautrec, et cette fois-ci, il va représenter son ami François Gauzy. Nous sommes en 1888. C'est une toile qui est peinte à l'huile et à l'essence, hein, petite particularité. En fait, elle a toutes les apparences d'un pastel et pourtant, en fait, c'est une peinture à l'huile. Alors, puisque Marthe vient de vous parler de la signature façon sceau japonais dans le tableau précédent, il est intéressant ici de regarder qu'en bas à gauche, cette fois, vous avez donc une signature, hein, donc vous pouvez lire H. très clos. C'est donc du verlan, vous voyez comme Henri de Toulouse-Lautrec est moderne. Henri de Toulouse-Lautrec s'adapte car son père estimait que son fils, Toulouse-Lautrec, déshonorait le nom de la famille en signant Lautrec. C'est pourquoi Henri de Toulouse-Lautrec va inverser les syllabes de son nom de famille. Alors ici, vous découvrez un homme donc droit, avec les mains dans les poches, donc debout, sur le seuil de la porte de son atelier, parce que Gauzy était aussi un peintre. Il se situe entre les deux portes. Vous avez une fenêtre lumineuse cachée par l'escalier qui occupe le fond du tableau. C'est important de vous dire que Gauzy a rédigé un livre qui s'intitule « Souvenirs sur Toulouse-Lautrec » dans les années 1930. Et en fait, il va parler de ce qu'ils ont connu ensemble, de ce Montmartre que Toulouse-Lautrec et lui-même ont aimé. Le livre n'est sorti cependant que dans les années 1950. Mais Gauzy restitue véritablement l'atmosphère des bals, des cabarets. Et effectivement, il faut noter que Gauzy est en fait plus connu comme biographe de Lautrec que comme peintre. Alors maintenant, regardez ce tableau de format vertical. Vous voyez, son étroitesse est renforcée vraiment. Et il y a ici une audace et une inventivité, comme un nouveau rythme dans la composition. Et cela est un héritage du japonisme de la fin du 19e siècle. Un courant important qui a influencé des gens comme Van Gogh, par exemple. Et il y avait de très très nombreux collectionneurs d'estampes japonaises à cette époque. Et dans les estampes, vous avez ces constructions d'un nouvel espace plastique qui mène l'œil, qui le guide, et ici qui guide notre œil vers le haut de la composition, comme si le point de fuite était placé véritablement tout en haut du tableau. Et cette perspective abrupte, héritée des Japonais, nous propose donc un angle inhabituel pour faire davantage ressortir le sujet. Alors ici, vous voyez qu'il y a des perspectives intéressantes parce que finalement, ces portes ouvertes nous proposent quelque chose comme un système donc de paravent japonais qui coulisse. Vous voyez, il est important de dire également que, comme dans l'affiche
dont je parlais précédemment, le Moulin Rouge, il y avait un parquet dont les lignes creusaient la perspective. On rencontre la même chose ici. Et vous avez donc véritablement ces lignes du parquet qui nous conduisent vers le haut du tableau. Alors, la composition ici est simple parce que le personnage est centré. Il y a la volonté de montrer un homme élancé, debout, fier. Et c'est intéressant de dire que c'est un homme qui est à l'opposé de la silhouette difforme d'Henri de Toulouse-Lautrec. Il y a de la part de Lautrec une admiration, une fascination pour ces hommes grands et forts. Donc, c'est le contraire de ce qu'il est. Alors, pour revenir à Gauzy, c'est intéressant de dire qu'il est né à Fronton. Fronton qui se trouve au nord de Toulouse. Mais en fait, Toulouse-Lautrec et Gauzy se sont rencontrés à Paris. C'est vrai que les artistes côtoyaient les mêmes lieux, ces lieux de la nouveauté et de la modernité. Et tous les deux vont se passionner par exemple pour la photographie. Et donc vraiment, ensemble, ils vont fréquenter Montmartre. Oui, et c'est intéressant de savoir aussi qu'au musée, on possède quand même 2 tableaux de Gauzy, 2 peintures de Gauzy. On a choisi de vous en montrer une, qui est celle-ci. Alors, c'est intéressant parce que finalement, on parle du lien qu'il y a entre Gauzy et Toulouse-Lautrec et qu'ils aiment tous les deux la modernité. Pourtant, ce tableau est quand même très conventionnel et très classique. C'est un petit peu ce qu'on pourrait qualifier de l'anti-Lautrec, finalement. Ouais. Voilà, regardez, vous avez cette femme qui est toute sage. C'est une femme issue d'une très bonne famille et qui a reçu une parfaite éducation. Elle se tient droite, elle joue délicatement du piano, elle est dans la retenue. Elle se trouve dans un intérieur très bourgeois et on a la douceur de cet intérieur qui crée une ambiance très feutrée avec notamment une belle harmonie des couleurs. Regardez le rose et le jaune qui se marient très très bien, mais qui s'allient aussi parfaitement au vert du fond et du fauteuil. Mais vous avez quand même un petit contraste qui vient réveiller tout ça avec le piano qui est très très noir, avec la partition blanche qui ressort par-dessus. Et on retrouve cette alternance voilà, de blanc et de noir avec les touches également d'ébène et d'ivoire. Mais voilà, on imagine que cette femme joue un morceau très calme. On est loin peut-être des musiques dansantes des cabarets ou des cafés-concerts qu'on pouvait trouver dans l'ambiance de Toulouse-Lautrec. C'est peut-être un morceau parfaitement classique, elle est parfaitement droite. Mais ce qui est intéressant, et ce qui est un petit peu Toulouse-Lautrec ici, c'est le profil perdu. Encore une fois, on ne voit pas son visage ou très très peu. Elle nous tourne presque le dos. On a un petit peu du mal à l'identifier. Et là, on peut retrouver la position qu'on avait avec cette femme qui se frisait les cheveux, par exemple, cette coiffure relevée. Et donc, ce visage qui nous échappe. On a une très belle nuque blanche qui peut nous faire penser aussi à la nuque d'une geisha, si on reste dans l'influence du Japon. Voilà, donc là aussi Gauzy joue un petit peu sur le mystère et c'est aussi pour ça qu'on a choisi de vous montrer ce tableau de Gauzy. C'est la petite parenthèse. Tout à fait. Alors messieurs, dames, nous allons maintenant revenir à une œuvre de Lautrec, c'est la dernière que nous allons vous montrer. Tout à fait. Il s'agit ici d'une œuvre qui s'appelle La Première Communion. Elle date de 1888, réalisée sur du carton, toujours en utilisant de la peinture à l'huile et de l'essence. Et on a ici eh bien, une petite reprise qui est la silhouette de François Gauzy, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure. Ici, c'est une œuvre pittoresque. Il est question d'une promenade dominicale d'une famille après la première communion d'une fillette. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes dehors, nous sommes en extérieur, ce qui est rare pour la période parisienne de Lautrec. Il est important de dire que Henri de Toulouse-Lautrec refusa toujours de peindre des paysages, bien qu'il en ait peint beaucoup durant son adolescence. Mais c'est vrai que pendant son adolescence, il a connu une période un petit peu impressionniste où effectivement il donnait dans la peinture en plein air. Mais c'est vrai qu'à Paris, eh bien, il s'est beaucoup concentré sur le corps humain et les êtres vivants. Alors, il y a ici dans cette œuvre des fragments de paysages, néanmoins de paysages urbains. Derrière la scène familiale, il y a cette rue de Paris qui sert à mieux faire comprendre la vie des gens d'un quartier lors d'un jour extraordinaire pour la petite fille, celui de sa communion solennelle. Donc vous avez une perspective de la rue et du trottoir. Vous avez en fait un magasin. Vous voyez la vitrine avec les cols de chemise impeccablement repassés. Et vous avez également au tout premier plan cette plaque d'égout qui est très réaliste. Alors le père de famille pousse une voiture d'enfant avec donc
une petite fille en blanc. Derrière lui, il y a sa fille aînée en communiante, puis derrière encore, il y a sa femme endimanchée qui tient par la main une autre petite fille. La scène est assez cocasse, elle est comique, elle est à la limite du bien élevé, je dirais. Oui, oui, puis Toulouse-Lautrec, il aime jouer avec ça, il aime placer de l'humour dans ses œuvres, un petit peu comme une caricature. Finalement, c'est un peu comme on pourrait retrouver avec Sampé aujourd'hui, par exemple, Oui, ce dessinateur. Et bien là, on a vraiment cette idée d'humour. Regardez, par exemple, le vêtement du père, ce pantalon qui est un peu trop court, ou les jambes qui sont trop longues, on ne sait pas vraiment, ses pieds allongés, et puis le regard de cette petite fille. Hein, c'est un jour important, c'est très solennel, cette première communion, mais elle semble parfaitement amusée. Elle est même fière, elle est entourée de ses deux parents et elle rigole un petit peu de cette scène-là. Mais bon, normal, c'est la star de la journée, donc on sent qu'elle est parfaitement heureuse dans sa robe blanche. Donc il y a vraiment cette idée d'humour qui est tout à fait intéressante. Et puis on retrouve cette esquisse, voilà, ce trait assez furtif, assez rapide qui est propre à Toulouse-Lautrec. Mais on a l'impression, voilà, que c'est une famille endimanchée, une famille d'ouvriers, mais qui s'est déguisée en petits bourgeois pour l'occasion. Et voilà, cette schématisation, cette déformation, cette caricature est caractéristique de Toulouse-Lautrec. Et c'est ça qu'il faut savoir, c'est que pour lui, le monde entier était un cabaret, un immense théâtre où l'on pouvait croiser toutes les facettes de l'être humain. Et il avait envie de nous parler de toutes ces facettes-là, Toulouse-Lautrec. Et ce qui est très beau, c'est que malgré ses souffrances et ses défaillances physiques, il avait envie de célébrer la vie, le rire et la drôlerie. C'est vrai. Tout à fait. Alors, nous allons peut-être conclure. On revient vers présent, vous. Voilà. Donc, Henri de Toulouse-Lautrec, vous avez compris qu'il était un amuseur, un pitre, un trublion de la peinture. Il est animé par des pulsions de vie, ça c'est évident, mais une vie très courte. Marthe vous l'a dit, puisqu'il décède à l'âge de 37 ans. De son vivant, ses tableaux, à la différence de ses affiches, ne plaisent pas. En fait, il est mis à l'index, il est critiqué, et il est éclipsé par ses grands contemporains que sont Cézanne et Van Gogh. Cependant, après sa mort, sa notoriété ne cesse de croître. Et c'est vrai que les plans qu'il a utilisés, eh bien, les angles nouveaux dont il est l'auteur, le cinéma saura s'en servir. Oui, c'est très intéressant ça. Et c'est important aussi de dire que finalement, même s'il ne plaît pas, il est connu de son vivant, il est connu et reconnu, justement avec ses affiches qui feront toute sa notoriété quand même, ces affiches qui sont placardées partout dans les murs de Paris. Donc finalement, c'était un street artiste avant l'heure, son art est dans la rue, un peu à la manière de Ernest Pignon, Ernest aujourd'hui, si on continue avec ces comparaisons. Mais ce qu'il faut savoir, même si finalement, les sujets qu'il utilise, c'est-à-dire l'intimité de ces femmes qui se coiffent, qui se préparent, finalement, ce n'est pas le seul à les utiliser. Isabelle vous en a parlé quand elle vous expliquait que Renoir ou Degas pouvaient utiliser les mêmes sujets. Eh bien, Toulouse-Lautrec, lui, a une manière très originale de les représenter. Il y a de l'impertinence dans ses propositions et c'est ce qui caractérise le peintre. Il cherche la nouveauté dans la technique, dans le support, dans le cadrage et c'est ça vraiment qui le caractérise. Il va former et déformer le trait. Il va même préfigurer un petit peu les distorsions du dessin moderne. On peut dire que son œuvre, finalement, préfigure un petit peu l'expressionnisme qui arrivera par la suite au XXe siècle, avec justement toutes ces discordances et ces grincements. Si vous avez en tête la première communion, par exemple, on est un peu dans cet esprit-là. Tout à fait. Ouais. Voilà, messieurs, dames, nous avons terminé. Merci de nous avoir suivis. On espère vous retrouver dans d'autres conférences. À très bientôt. Merci beaucoup et on espère que vous avez apprécié cette courte vie pendant 30 minutes de Toulouse-Lautrec. De Bohème, exactement. Merci et à bientôt.